Bonjour, bienvenue. C'est aujourd'hui le 10e épisode de notre série de webinars à l'attention des professionnels. On va parler de Waze, de Facebook, de Google Ads, Google My Business, donc un certain nombre de concepts et de plateformes sociales, digitales qui vous permettront de faire connaître votre entreprise sur une zone de chalandise, donc de développer, déployer des opérations de communication, de notoriété ou de trafic directement ciblées autour de votre zone de chalandise. Donc je rappelle que mon réseau Top Office, c'est un réseau qui est ouvert gratuitement à l'ensemble des clients professionnels de Top Office et que dans ce cadre, on vous propose tous les mois à peu près une conférence en ligne sur une thématique le plus souvent dédiée au marketing, au digital et à la communication. Voilà. Ce sont des webinars qui ont une vocation purement opérationnelle, qui ciblent les artisans, les commerçants, les auto-entrepreneurs, les professions libérales. Voilà. Donc une présentation rapide, moi je suis Sébastien Bouet, je suis consultant en communication digitale et c'est à ce titre que j'interviens aujourd'hui pour vous parler d'un programme assez complet. Tout d'abord le site web, ensuite Facebook, Google My Business, Google AdWords et Waze. Voilà, donc évidemment ça n'est qu'une synthèse d'éléments à connaître, mais ce sont peut-être aujourd'hui les principaux si vous devez débuter une présentation locale de votre entreprise. Alors évidemment, j'ai souhaité, avant de parler des réseaux sociaux et des modes de communication, vous parler de votre site web. Donc je rappelle que ici, je ne suis pas là pour vous discuter d'un site de e-commerce. Les problématiques sont peut-être à la base les mêmes, mais les leviers en e-commerce sont quand même radicalement différents, beaucoup plus techniques et beaucoup plus complexes, évidemment. Donc je vous parle aujourd'hui d'entreprises qui ont un site web non marchand, donc ce qu'on pourrait qualifier de vitrine. Et on va regarder en quelques slides assez rapidement, j'espère pas trop vite, comment on peut faire pour orienter ce site vitrine vers le business. Voilà. Donc un petit rappel, aujourd'hui 8 consommateurs sur 10 s'informent sur Internet avant d'acheter dans un magasin physique. Donc ça c'est un chiffre à savoir, c'est pour vous dire que même si vous êtes dans le domaine du physique, du magasin, du retail, vous avez besoin d'être présent sur Internet. Et qu'un internaute sur deux, lorsqu'il débute sa recherche, n'a aucune idée de l'entreprise ou de la boutique qu'il recherche. Donc à un moment donné, on va avoir besoin de se poser la question du site Internet. Est-ce qu'il est là pour soutenir votre nom, donc le nom de domaine, ou est-ce qu'il est là juste pour essayer de capter un maximum de personnes? La réponse est évidemment dans la question. Donc on n'est pas là pour faire la promotion de votre nom de domaine, que des gens connaissent déjà s'ils le saisissent dans un moteur de recherche. On est plutôt là pour essayer de toucher un maximum de personnes, donc des gens qui ne vous connaissent pas, qui débutent une recherche et qui peut-être, pour un sur deux, aura envie de jeter un œil à votre site avant de choisir son achat. Voilà, donc évidemment, votre présence en ligne, ce sera une question de mots-clés, donc quel que soit votre métier. Je prends un petit exemple ici, j'ai utilisé le secteur de l'assurance. Donc mettez-vous quand vous pensez au référencement de votre site ou à l'utilité de votre site, pour être un petit peu moins dans des termes compliqués, à quoi sert votre site? Il va servir à répondre à des recherches que les internautes commencent à plus de 95% des cas sur Google en tapant une question ou une requête. Par exemple ici, je suis à la recherche d'une compagnie d'assurance pour ma moto sur le secteur d'Auxerre. Voilà. Donc en fait, quand je tape aujourd'hui sur Google cette recherche, vous voyez ici un certain nombre d'éléments qui vont apparaître. Tout d'abord, en fait, sur le haut de la recherche, on a ce qu'on appelle la partie payante, donc caractérisée par des messages avec des annonces sur les côtés. Voilà. Donc en fait ici ce sont des annonceurs, Club 14, Alliance, AMV, qui ont décidé de payer pour que à chaque fois que quelqu'un tapera ces mots-clés là, bien leur offre apparaisse en premier, en haut de page. Ensuite on a la partie géolocalisation. Donc ça c'est le deuxième élément que Google va afficher. Ce sont toutes les entreprises qui là ne payent pas, mais qui ont renseigné une fiche dans Google My Business. Donc vous comprenez que je vais parler de Google My Business au troisième point de cette présentation. Voilà, c'est important, c'est une façon gratuite d'être présent plutôt dans le haut de la recherche. Et puis ensuite, on a ce qu'on appelle le référencement naturel, donc des sites dans lesquels on va trouver assez facilement les mots-clés que vous avez cherchés. On le voit ici par exemple Auxerre, assurance moto. Donc Google a identifié par rapport à ma recherche initiale que dans la description de ce site, Auxerre assurance moto revient régulièrement. Eh bien il va me le proposer en tête des résultats de référencement naturel. Voilà, donc ça c'était pour rappeler à quoi servent les mots-clés. Et finalement votre site il est construit autour de ces mots-clés. On est sur une espèce d'énorme annuaire et ces mots-clés doivent essayer de répondre aux différentes requêtes que l'internaute va faire. Donc moi mon conseil c'est de vous installer plutôt un peu comme un profiler. Essayez par rapport à votre activité de deviner quel type de requêtes vont faire les internautes. Donc par exemple une recherche géolocalisée, une recherche d'idées, donc moins précise.
Je vais chercher des exemples. Par exemple, si j'ai envie de construire une pergola, je vais rechercher idée pergola, déco pergola, tendance pergola, des choses comme ça. Et donc, ma recherche, elle va être très différente de si je cherche précisément un mot-clé, par exemple construire ma pergola ou acheter du bois pour la pergola. Je vais aussi parfois rechercher des informations précises. Comment on fait? Donc les tutos, vous avez déjà vu beaucoup de tutos sur internet et pas uniquement en cuisine. Ces tutos, ils sont une réponse à ce type de requête d'internaute. Et puis vous avez aussi la possibilité pour l'internaute de taper directement budget, tarif, pergola, enfin voilà, faire une demande de prix. Et puis aussi l'internaute va regarder les avis des autres internautes pour se faire une opinion. Donc je voudrais un avis sur la société Tartampion qui construit des pergolas, je vais le taper comme ça. Donc en fait, tout ça c'est quand vous avez essayé d'imaginer ce que fait l'internaute, en face, votre présence en ligne, c'est-à-dire pour être plus concret, votre site internet, doit apporter une réponse. Donc ma recherche géolocalisée de prestataires sur les mots-clés, il faut que je fasse en sorte d'apparaître dans les résultats des moteurs de recherche en utilisant les mêmes mots-clés dans mon site. Des recherches d'idées, des exemples qui parlent, eh bien, je vais proposer des galeries photos, ou des cas pratiques, ou des exemples, ou des articles sur un blog. Une recherche d'informations précises how-to, ben, je vais peut-être essayer de développer des contenus au maximum. Encore une fois, je vais essayer de concret, donc je vais peut-être faire des tutos, installer une pergola, regarder les différentes collections de pergola 2018, etc. Faire une demande de prix, évidemment votre site n'est pas marchand, mais il peut se transformer quand même en un outil de contact entrant, comme on dit, donc en permettant la demande de tarifs ou de devis en ligne. Et puis évidemment, consulter les avis, ben, là on en parlera un petit peu plus loin, mais l'idée c'est que votre site essaye d'utiliser ces avis pour interagir avec, et puis essayer de favoriser les avis positifs des clients satisfaits. Donc voilà, hein, j'insiste assez rapidement, votre présence web, elle doit juste répondre à ces attentes à gauche, en développant des contenus à droite. Et donc en fait, si vous regardez cette page-là, vous comprenez que un site ne peut pas se limiter à une belle page d'accueil avec une belle photo et puis un bouton vers votre numéro de téléphone. Il faut quand même développer plein de contenus parce que les gens qui vont arriver sur votre site ne viennent pas tous du même chemin, n'ont pas eu tous la même démarche, la même recherche. Voilà, donc vous devez essayer de déployer un râteau ou en tout cas un ensemble de pages qui vont vous permettre de capter des internautes un peu partout. Donc voilà, l'écosystème d'un site, c'est ça. C'est ce que vous retrouvez ici, c'est plein de pages avec chacune une fonctionnalité, un contenu un petit peu différent, qui permettra en fait à travers ce site étoffé, d'améliorer votre référencement, mais aussi de multiplier les portes d'entrée. Voilà, donc on verra qu'autour de cet écosystème de base, donc qui est un site bien construit, on a besoin d'installer Google My Business, Google Analytics, de travailler les réseaux sociaux, un certain nombre de choses comme ça, et de travailler Google AdWords. Alors, on va parler un peu d'analytics, je vais essayer d'aller très vite, hein. Les analytics, c'est un outil qui vous permet de comprendre le fonctionnement de votre site en termes de performance. Donc, l'outil le plus développé aujourd'hui, que je conseille forcément dans un cadre gratuit, c'est Google Analytics. Donc, cet outil vous permet, en étant greffé à votre site internet, de bien suivre les performances de votre site, en travaillant à la fois une estimation de l'audience, en regardant le comportement des gens, donc ils font quoi sur mon site, ils vont sur quelle page, et puis en travaillant sur l'acquisition, de où viennent ces gens. Donc l'audience c'est qui sont-ils, le comportement c'est que font-ils sur mon site, et l'acquisition c'est de où viennent-ils. Voilà, en fait cet outil Google Analytics vous permet de comprendre bien ça. Donc quelques exemples, hein, ici sur ce site, on arrive à capter la partie audience, donc comprendre combien de personnes viennent sur le site. On arrive à saisir un petit peu la notion de taux de rebond, on verra un petit peu après ce que c'est. Regarder de où viennent les gens, de comprendre un petit peu quel type de technologie ils utilisent. Alors je fais juste un petit aparté. Par exemple sur le site que je vous présente ici, j'ai 63% des gens qui viennent depuis un téléphone. Voilà. D'où l'importance, si votre site n'est pas bien calibré pour le téléphone, de peut-être de le reconcevoir un peu. En fait, sur un téléphone, on a peut-être moins de contenu, mais par contre les boutons sont plus gros, l'information est plus directement accessible. Et finalement, en fait, un site adapté pour le mobile, il est très différent d'un site adapté pour un ordinateur. Donc aujourd'hui, on a tendance, quand on fait du développement ou du design web, à parler de mobile first. Donc ça veut dire que je vais d'abord faire ma conception graphique autour du mobile. Et on voit que sur le site que je vous présente là, on n'est pas complètement en dehors de ce que je vous préconise, hein, puisque j'ai à peu près 65% des visiteurs qui arrivent avec un mobile, et donc j'ai intérêt à leur donner la priorité dans ma présentation de site.
Voilà. J'ai aussi la possibilité avec les analytics de comparer dans le temps. Donc moi je vais vous parler de KPI tout à l'heure, donc d'éléments de vérification des performances de votre site. Je vais vous parler de leviers sur lesquels vous pouvez interagir pour faire évoluer votre site. Et bien en fait, les analytics vous permettent de vérifier que ce que vous mettez en place va dans la bonne direction, vous permet par exemple ici sur ce site, d'une année à l'autre, en fait, d'avoir une belle progression du nombre de sessions, du nombre d'utilisateurs, etc. Voilà. Le comportement, on peut analyser beaucoup de choses dans le comportement des internautes qui visitent votre site. Moi, je m'arrêter là-dessus. Votre site n'a pas qu'une seule porte d'entrée. C'est vraiment une erreur qu'on fait, et qui date d'il y a longtemps, hein, mais c'est quand on travaille un site internet, on a tendance à mettre tout l'effort sur la home page, avoir une belle page d'accueil avec une belle photo, etc. Aujourd'hui, la page d'accueil n'est pas forcément la meilleure page pour faire entrer les gens sur votre site. Hein, donc pensez bien que la page d'accueil n'est pas la porte d'entrée la plus efficace et que vous devez soigner toutes les pages et surtout en multiplier les pages pour avoir plein de portes d'entrée, plein de portes d'arrivée. Donc Analytics, hein, très rapidement, j'en ai fini avec ça. Pour l'installer sur votre site, vous vous rendez sur analytics.google.com. C'est gratuit et vous avez tout simplement à vous inscrire. Puis après, suivez un petit peu toute la méthodologie. Vous trouverez également des tutos sur Internet pour voir comment implanter le code de suivi sur votre site. Alors le référencement, je vous ai parlé tout à l'heure de mots-clés, vous avez compris que c'est important d'être situé en haut de page. Donc le référencement, c'est votre classement dans le résultat d'une recherche. Tout le monde rêve d'être en première position. Vous l'avez vu tout à l'heure dans ma démonstration, c'est que la première position, elle est le plus souvent payante aujourd'hui, hein, puisque les résultats de haut de page sont des annonces payées par des annonceurs. Donc les internautes effectuent une recherche sur des mots-clés. Votre site doit développer un certain nombre de contenus et reprendre ces mots-clés. Et puis votre rôle, en fait, c'est d'essayer de faire de l'optimisation régulière. Permanente, c'est difficile quand on a une activité d'indépendant, mais au moins faire une optimisation régulière en publiant de nouveaux contenus, en vérifiant que les mots-clés sont toujours correspondants à votre activité, peut-être en vous rendant compte avec un petit peu de recul que certains mots-clés ne sont pas assez utilisés, donc créer de nouveaux contenus, etc. Donc, comment être bien référencé? Alors évidemment, il y a deux parties, hein, la partie gratuite et la partie payante. Donc le référencement naturel, c'est de façon très simplifiée, j'insiste là-dessus, essayez de développer beaucoup de contenu thématique. Donc préférez avoir plein de pages avec un petit peu de contenu sur des focus très précis, plutôt qu'une seule page d'accueil avec plein de choses dedans, ça sert à rien. Essayez de travailler vos mots-clés, d'observer en fait dans chaque page quels sont les mots-clés les plus importants, et puis de structurer votre arborescence de site autour de cela. Essayez d'imaginer ce que j'en reviens à mon petit schéma tout à l'heure, gauche-droite, comment les internautes vont questionner Google, et puis vous allez créer des pages qui vont répondre mot pour mot. Donc, vous vous en souvenez, j'ai parlé de profiling, là on est vraiment là-dedans. Peut-être que vous pouvez intégrer un blog. Alors un blog, ça sert peut-être à publier ponctuellement de l'actualité, et donc forcément ça vous permet de mettre à jour votre site simplement et de lui redonner de l'intérêt quand le robot de référencement Google repasse. Et puis vous pouvez observer les analytics, c'est surtout mon conseil, hein, c'est de travailler avec un prestataire technique qui va vous proposer une conception technique un peu validée et sur le plan de référencement. Je reviens là-dessus, ça se prend juste 2 secondes, mais rappelez-vous que la page d'accueil n'est pas forcément la page d'entrée principale. Voilà. Et puis deuxième point, ne vous focalisez pas sur la recherche du nom de votre entreprise, parce que si votre entreprise c'est Nomads Lille, si vous espérez que nomads.fr soit référencé en 1, c'est un peu la base, c'est normal. Par contre, si vous avez envie de conquérir des gens qui ne vous connaissent pas, votre effort de référencement il est plutôt à positionner sur des mots-clés et donc pas forcément sur le nom de votre entreprise. C'est assez simple, hein, quand on a un nom d'entreprise, moi de s'appeler Orange, où on a un nom commun, c'est assez simple pour un nom d'entreprise d'être présent en première page. C'est pas un exploit, il faut pas être juste satisfait de cela. Donc référencement payant, donc ça on verra un petit peu après, hein, je vous parlerai de Google AdWords. Voilà. Donc un site dédié au business, je le rappelle, donc ça c'est l'occasion de voir ça. C'est un site sur lequel vous allez créer beaucoup de pages et dans lesquelles vous allez essayer de développer en fait ce qu'on appelle des pages d'atterrissage. Alors c'est quoi des pages d'atterrissage? Ce sont des pages sur lesquelles vous pressentez qu'un internaute va arriver spécifiquement par rapport à une requête. D'accord? Par exemple, si vous êtes un négociant en bois, votre home page va présenter toutes vos activités. Vous pouvez très bien vous créer une page spécifique sur construire ma terrasse en bois. Donc elle sera dans votre arborescence et les gens qui vont
faire une requête sur comment construire une terrasse en bois, des infos, tutos pour construire une terrasse en bois, vont arriver directement sur cette page-là et non pas sur votre page d'accueil. Donc ça a un double intérêt, c'est que cette page elle a été construite spécifiquement, la landing page, la page d'atterrissage, pour répondre à des requêtes d'internautes sur une thématique précise. Donc elle est bien référencée. Et le deuxième élément, c'est que si par hasard vous arrivez à drainer des internautes sur votre page d'accueil alors qu'ils ont une requête spéciale terrasse en bois, et que sur votre page d'accueil il y a plein d'infos, que votre métier est assez large, que vous faites un peu toutes sortes de choses, l'internaute il a quand même une petite chance de se perdre en route en disant bon, qu'est-ce que je fais là, je vois pas d'infos, c'est pas facile à trouver, il y a beaucoup de clics quand même pour arriver sur la page terrasse en bois. Bon, donc j'abandonne en cours de route. Tandis que là, en fait, l'idée de la page d'atterrissage, c'est que par rapport à une demande précise, en face, je mets une page qui est exactement dans la thématique recherchée par l'internaute, sur laquelle il n'a pas cherché 2 heures ce qu'il doit faire. Donc ça, c'est le rôle de la page d'atterrissage. Son deuxième rôle, en fait, c'est de transformer. Donc voilà, les gens vont arriver sur cette page-là, ils vont trouver l'info, ou un début d'info, sur quelque chose qui était dans leur recherche, dans les mots-clés qu'ils ont saisis dans Google. Et bien en fait cette page elle a un deuxième objectif, c'est de transformer. Donc elle comporte au moins un bouton d'action qui permet de faire soit une demande de devis, soit une demande de contact, soit télécharger un PDF, etc. Voilà. Qu'il se passe quelque chose sur la page d'atterrissage. Donc la page d'atterrissage, pour résumer, c'est ça, hein, c'est comme en publicité, Unique Selling Proposition, c'est-à-dire une seule offre sur cette page. On ne remélange pas les différents métiers, quelque chose qui doit être clair et direct en termes de vocabulaire, avec un call to action, donc ça c'est un mot qui vient du e-commerce, le call to action c'est un bouton qui incite à l'action, donc il doit être unique, comme ça il n'y a pas 12 choses à faire, l'internet n'est pas perdu, il sait clairement ce qu'il doit faire, donc ce call to action il emmène vers un outil de transformation, donc un formulaire de demande de devis, de demande de contact, une inscription de newsletter, avoir avec vous un bouton de rappel automatique par exemple, et puis il doit ajouter également des éléments d'incitation à la décision. Donc si je résume, je suis un internaute, j'ai tapé terrasse en bois, j'arrive sur votre page, je dois comprendre assez vite par exemple par une vidéo que ça correspond bien, peut-être par une offre promo, j'ai un bouton qui me dit demander un devis de réponse sous 24 heures par exemple, des petites choses comme ça. Cette page ainsi construite, elle est une des pages d'atterrissage de votre site par rapport à un métier ou un produit en particulier. Et là, votre site vitrine devient finalement un site business sur toutes ces pages d'atterrissage-là. Donc on n'a pas forcément conscience, mais c'est plutôt ces pages-là qui sont intéressantes en termes de trafic et surtout en termes de transformation. Donc un exemple, hein, la graphique pour bien comprendre ce que je vous indique. Donc ça c'est dans le domaine du web. Donc on retrouve ici une page d'atterrissage avec une belle accroche, quelques éléments argumentaires. J'ai tout de suite mon appel à l'action qui est ici. Voilà, je ne peux pas me perdre. En tant qu'internaute, je ne peux pas me perdre. Je sais ce que je dois faire. De même ici, en fait, pour télécharger une application, mon bouton ici, il appelle l'œil de l'internaute. C'est un beau bouton rouge. Je ne peux faire que ça. J'ai une petite explication visuelle. Vous voyez, j'ai pas une page avec énormément de choses, mais au moins il n'y a pas de risque de déperdition. L'internaute arrive là, soit il clique, soit il s'en va, mais il risque pas de partir ailleurs. Et puis finalement, vous ne risquez pas de le perdre en lui ayant donné des informations inutiles. Voilà, j'en ai presque fini sur cette présentation, hein. Je redis, c'est la base, le site web, donc j'en ai presque fini. Je vais vous parler donc ce qu'on appelle les indicateurs clés de performance, les KPIs, qui peuvent être utiles pour un site marchand. Dans le web, la mesure d'efficacité, elle est compliquée. Vous l'avez vu tout à l'heure, hein, sur l'analytics, on peut récupérer un certain nombre de critères d'évaluation, hein, soit assez largement un nombre de visiteurs, un taux de rebond, etc., soit un nombre de demandes de devis, nombre de clics, etc. Donc le vrai problème pour vous, avec votre métier qui vous prend beaucoup de temps, c'est le temps que vous allez passer à mesurer l'efficacité de votre site. Souvent on n'a pas beaucoup de temps, voire on n'a pas le temps, donc on ne le fait pas. Quand il y a trop de chiffres, on perd du temps et donc on s'y perd. Donc comment dire, ma préconisation, c'est d'essayer de vous fixer vos KPIs, donc vos indicateurs clés de performance, d'en choisir quelques-uns, voilà, que vous allez surveiller dans le temps. Donc, pour éviter de se perdre, je vous ai mis un petit tableau derrière, par exemple, ça pourrait être un tableau de bord mensuel qui est assez simple, hein, ce schéma il est assez simple. Pour mon site, je connais le nombre de visiteurs, le temps passé sur le site et le taux de rebond. Je passe beaucoup de temps à regarder les résultats de mon site, donc ces trois éléments-là, ils me suffisent. Le nombre de visiteurs, je dois pouvoir vérifier dans le temps qu'il évolue.
que le temps passé sur le site, c'est-à-dire que le temps que l'internaute va passer sur mon site, bah, finalement il est cohérent. Si j'ai 15 secondes de temps passé sur mon site, je sais que je n'ai pas bénéficié de beaucoup d'attention de mes internautes. Par contre, donc si je vois ici que mon temps de passé il évolue, c'est sans doute parce que j'ai davantage de contenu intéressant, que mon site finalement réussit à retenir un petit peu les internautes dont on sait qu'ils sont en général assez pressés de trouver leur info. Donc ça c'est ici passer de 1 minute 14 à 3 minutes 22 en 4 mois. Bon, c'est quand même assez rare, hein, j'avoue que c'est une évolution assez importante. Mais ce sont des choses qui sont un peu rassurantes pour l'entrepreneur que vous êtes. Le taux de rebond, j'en parle, hein. Ce qu'on appelle le taux de rebond, c'est quand une personne arrive sur la page d'accueil de votre site, qu'elle repart sans avoir cliqué sur quoi que ce soit. Google estime qu'il a rebondi, donc il est arrivé sur votre site et qu'il n'a pas trouvé intéressant. Donc quand on a un taux de rebond trop important, notre site est considéré par Google peu performant ou peu intéressant. Donc il sera de moins en moins proposé aux internautes dans les recherches. Voilà. Donc par exemple ici j'ai un taux de rebond à 44%, c'est-à-dire que j'ai presque un internaute sur deux qui arrive sur une de mes pages mais ne fait rien sur le site. Donc ça veut dire que j'ai pas réussi à le retenir, que je n'ai pas eu de bouton d'action par exemple, j'ai pas incité à cliquer sur quelque chose. Et puis là ce taux de rebond qui baisse, hein, entre janvier et avril, bien sûr on est dans un exemple fictif, mais aurait tendance à me rassurer sur le fait que j'ai bien travaillé, bien fait évoluer les pages de mon site pour essayer de faire en sorte qu'il ait quand même finalement plus que un internaute sur trois qui rebondissent, alors 2 sur 3 qui se décident à naviguer un peu dans mon arborescence. Donc ça c'est sur l'analytics de mon site. Et puis en fait sur la notion de transformation, alors n'oubliez jamais que là je suis en train de vous faire une présentation sur le business, donc là, cette partie là est la plus importante, la partie basse. Donc un nombre de mails reçus depuis le site, un nombre de demandes de devis depuis le site, un total de contacts depuis le site, sont des éléments de base que vous pourriez essayer de suivre mensuellement, à la fois pour vérifier effectivement qu'on évolue positivement dans le temps, et puis aussi à la fin de l'année, finalement, être en mesure de vous dire, bon, d'accord, j'ai dépensé 2-3 000 euros pour mon site, mais sur cette année, j'ai reçu 400 de demandes de devis depuis le formulaire de mon site. Donc en fait, essayez de mettre en parallèle la dépense du site internet, parce qu'on voit souvent ça comme une dépense et non pas comme un investissement. Alors c'est une dépense si on n'a pas tous ces critères d'évaluation, c'est un investissement si on arrive à évoluer, à faire évoluer cette transformation. Voilà. Donc moi je vais évidemment toujours considérer un site internet comme un investissement, je vous invite à le faire pareil, et pour vous permettre de vous le prouver, mettez en place ce type de tableau de bord. Voilà, donc j'ai fini cette partie sur le site internet. On attaque maintenant la présentation de Google My Business. Alors évidemment, l'indispensable, vous l'avez vu tout à l'heure, Google My Business, c'est ce qui vous permet de référencer géographiquement et gratuitement votre entreprise. Donc c'est un outil qui vous permet de gérer les informations relatives à votre établissement. Par exemple ici, hein, j'ai fait une petite recherche, excusez-moi pour la publicité, Hippopotamus Toulouse. Donc on retrouve en fait sur la partie droite les résultats liés à Google My Business en fait. Donc la fiche que ce restaurant a créée lui permet de gérer à la fois toutes les informations utiles, son adresse, ses horaires d'ouverture, son téléphone, quelques photos, le plan d'accès, etc. Et puis aussi de gérer les avis clients. Et également quelques informations utiles comme les horaires d'affluence, etc. Donc qu'est-ce que Google My Business? En fait c'est un outil qui est proposé par Google, qui géolocalise votre entreprise, donc ça concrètement vous place sur une carte, et Google affiche ses résultats en haut de page, juste après la publicité et avant le référencement, on va dire texte. Voilà. Alors comment vous allez créer un compte Google My Business? On va en faire un ici en direct ensemble, donc rendez-vous sur cette adresse, ou si c'est un peu compliqué à copier-coller, tapez tout simplement Google My Business dans Google. On n'est jamais aussi bien servi par soi-même. Donc ça se passe comme ça, hein, quand vous allez créer le nom de votre établissement, vous allez commencer par saisir un nom. Ensuite, on va vous demander votre adresse, donc vous saisissez votre adresse, l'adresse physique de l'établissement. Si toutefois vous avez une activité qui ne permet pas la visite dans vos bureaux, par exemple vous êtes transporteur, tout simplement. Donc vous allez cocher cette petite case, hein, je fournis des biens et des services à mes clients. Donc ça invitera les gens à ne pas aller chez vous, mais en tout cas ça vous géolocalisera quand même sur la carte. Et puis vous aurez à indiquer en fait si vous livrez les gens par courrier postal, si vous effectuez la livraison en personne, etc. On est presque fini de créer la fiche puisque vous avez saisi votre nom et votre adresse. Maintenant vous allez sélectionner votre activité.
J'ai pris un exemple ici. Saisir un numéro de téléphone, donc ça c'est essentiel et obligatoire, ainsi que votre site internet. Donc le site internet fait partie d'un écosystème complet. Mettre votre site internet ici sur la page Google My Business, ça vous permet aussi d'améliorer votre référencement bien naturellement. Voilà. Là on a fini. Google va vous proposer de valider en fait cet établissement, donc de prouver qu'il vous appartient bien. Pour cela, il va utiliser le numéro de téléphone que vous avez saisi à l'étape d'avant. Et au moment où vous allez cliquer sur appel, votre téléphone va sonner et vous allez avoir un code de validation. Donc ce code, vous le saisissez immédiatement et votre fiche est créée. À quoi ça sert ça? Ça sert évidemment à vérifier que personne n'est en train d'essayer de créer une fiche d'une entreprise qui ne lui appartient pas. Donc le numéro de téléphone, c'est vraiment le nœud complet de validation de votre fiche Google My Business. Lorsque cette fiche est créée, c'est-à-dire en moins de 2 minutes, vous avez accès à un tableau de bord, donc celui que vous avez sous les yeux, qui vous permet à la fois de gérer toutes les infos, adresses, horaires d'ouverture, etc., de mettre vos photos. C'est toujours intéressant d'avoir des belles photos en haut de page plutôt que des photos publiées par vos clients. Donc maîtrisez votre communication en intégrant des photos, gérer votre site web, gérer les avis clients, voilà, un certain nombre de petites choses comme ça. Voilà. Donc ça c'était Google My Business, c'est vraiment ma préconisation. Ça prend très peu de temps à faire. Faites-le si ça n'est pas encore le cas. Bien, passons maintenant à Facebook, dans une utilisation un peu particulière. Donc Facebook pour communiquer sur votre zone de chalandise. Voilà, donc je ne vais pas vous parler de page Facebook, je vais vous parler plutôt du compte publicitaire Facebook Ads. Donc comment vous allez pouvoir développer votre commerce en utilisant ce média potentiel assez intéressant qu'est Facebook. Donc pour bien comprendre l'origine du potentiel publicitaire de Facebook, il faut aussi peut-être parfois se greffer sur l'actualité. Donc aujourd'hui Facebook travaille avec les données de ses utilisateurs. Et finalement, les monétise en les vendant à des annonceurs. Donc là, je vous parle à vous en tant qu'annonceur potentiel et non pas individu. Donc en tant qu'annonceur potentiel, vous avez la possibilité de développer des publicités ciblées. Donc soit auprès de tous les membres de Facebook, soit auprès des personnes connectées à votre page, mais aussi soit vers une audience personnalisée. Donc je m'arrête juste 2 secondes là-dessus, c'est que peut-être que vous pouvez penser que aujourd'hui Facebook ne vous permet de communiquer qu'auprès des abonnés à votre page. Et donc c'est compliqué d'avoir un certain nombre d'abonnés, donc c'est pas forcément super utile. Non, en fait, Facebook vous permet de cibler aussi les gens qui ne sont pas connectés à votre page, donc cibler le reste du monde si vous le souhaitez, donc tous les membres de Facebook, ou cibler des personnes que vous allez choisir par rapport à un certain nombre de critères. Donc j'ai quelques exemples sous les yeux. Quand vous regardez ce tableau, vous comprenez très vite la facilité qu'on a à faire un ciblage auprès des utilisateurs Facebook quand on est un annonceur. Donc évidemment des critères tels que l'âge, le sexe, mais aussi des critères comme les centres d'intérêt et un certain nombre de critères que je ne vous invite pas forcément à utiliser, comme la situation amoureuse, l'emploi, etc. Voilà, vous comprenez avec cette fenêtre-là que ça, donc toutes ces données-là, croisées avec des données géographiques, vous permettent d'affiner un ciblage et donc de diffuser une information ou une communication sur votre entreprise ou vos offres assez précisément. Voilà. Petit rappel, c'est que quoi qu'on en dise, Facebook reste aujourd'hui et de loin le principal média en ligne et donc c'est un support qui est toujours intéressant. Peut-être qu'il l'est nettement moins sur la cible, on va dire, des moins de 18 ans ou moins de 20 ans, mais si vous avez des clients, et c'est souvent le cas de plus de 30 ans, aujourd'hui Facebook reste vraiment le média principal et le plus facile d'utilisation. Voilà. Je rappelle que la partie commerce dans Facebook, elle est réelle. C'est-à-dire que, par exemple, ici, j'ai 52 millions de personnes qui suivent des marques de biens alimentaires, 51 millions de personnes qui suivent des marques de e-commerce, 32 millions de personnes qui suivent des entreprises de commerce de détail. Donc en fait, ne pas oublier que les gens sont sur Facebook pour s'amuser, mais que ça ne les empêche pas aujourd'hui de continuer à être abonnés à des pages de marque, des pages de business, pour régulièrement voir des petites choses sur leur flux d'actualité. Donc ce que Facebook va vous permettre en tant qu'annonceur, c'est à la fois de créer, recruter une communauté de fans à travers une page. Voilà. Vous pouvez faire du push ciblé, donc là c'est de la publicité. Vous pouvez faire du push en géolocalisation, donc sur des zones, on va dire un minimum 17 km autour d'une ville, donc ce qui reste une petite zone de chalandise. Vous pouvez récolter et gérer des avis clients, vous pouvez émettre des offres commerciales, et puis aussi vous pouvez communiquer à l'aide de Messenger. Donc ça c'est un service qui est assez récent. Je ne préconise pas aujourd'hui quand on est un annonceur, globalement j'aime pas du tout l'outil, parce que c'est une vraie intrusion, mais ça reste une possibilité.
Alors, bien comprendre, hein, pourquoi est-ce que l'on déciderait de payer de la publicité sur Facebook alors que Facebook est gratuit. Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle le reach. Donc le reach, c'est comment dire, c'est la portée. Donc votre message va être porté vers un certain nombre de personnes. Facebook, qui est coté en bourse, a un modèle économique assez solide. Donc ils vivent de la publicité. Donc ils proposent à leurs utilisateurs particuliers, individus, de bénéficier de ces services gratuitement parce que des entreprises, peut-être vous, payent de la publicité de l'autre côté. Donc Facebook évidemment n'a pas intérêt à diffuser tous vos messages à tout le monde, à tous vos fans. Donc ils ont décidé aujourd'hui de limiter le robinet de diffusion. Donc quand vous avez 1000 fans sur votre page, que vous publiez un message, on va dire que entre 0 et 10% de vos fans verront ce message. Oui, ça peut être surprenant, mais si j'ai 1000 fans, je publie un post, je peux m'attendre à ce qu'il y en ait 100 qui le voient. On fait comment pour toucher les 900 autres? Je ne comprends pas. Ce sont mes fans, ils ont rejoint ma page, pourquoi est-ce que je ne peux pas les toucher? Eh bien pour les toucher, vous allez payer de la publicité. Voilà, c'est le fonctionnement de Facebook, et c'est quelque chose qui aujourd'hui est vraiment dans le fondement de cette entreprise en matière de publicité. On n'est vraiment plus sur un réseau social tel qu'il était à l'origine, on est sur un média social, ce qui est quand même relativement différent. Voilà. Donc bien comprendre les utilisateurs de Facebook, on est quand même sur un média particulier, c'est-à-dire que autant une affiche dans la rue, une affiche 4x3 ou une affiche abribus, les gens s'attendent à avoir de la publicité dedans. Ce sont l'habitude. Sur le flux d'informations Facebook auquel un individu est connecté, la publicité au sens agressif, promotionnel, etc., n'a pas sa place. On est plutôt sur un mode de communication plus doux, avec par exemple du tutoriel, avec des vidéos de collection de produits, avec des belles photos, des choses comme ça. Voilà. Donc, savoir que les gens se rendent rarement sur la page de votre entreprise, ils sont sur leur flux, et donc ce sont les posts que vous allez publier qui vont apparaître dans leur flux. Il y a une culture de l'éphémère aussi, hein. Donc le post que vous allez publier ce matin à 10h, si les gens se connectent à 19h, ils ne le verront pas forcément. Voilà, surtout s'ils sont abonnés à beaucoup de pages. Donc n'oubliez pas de bien penser à quel moment on publie et à quel moment on va toucher les gens. Culture de l'instantané, culture du visuel, plutôt photo et vidéo que texte. Sachez évidemment que cliquer est plus rapide que d'écrire, d'où ça a été une des grandes réussites de Facebook, hein, d'intégrer à la base un bouton like, puis maintenant la petite série de boutons d'émotion, parce qu'un bouton like ça va plus vite que dire ah j'aime bien ce que vous faites. Voilà, donc c'est un petit clic assez rapide. Voilà. Donc que peut faire votre entreprise sur Facebook? Donc déjà de base, si vous n'avez pas créé de page, sachez que peut-être vos clients l'ont déjà fait. Lorsqu'un client se géolocalise chez vous, ou lorsqu'il met un avis sur votre entreprise, la première fois, s'il n'y a pas de page, la page est créée automatiquement. Donc votre entreprise est peut-être déjà sur Facebook sans que vous ayez créé de page, c'est important à faire. Voilà. Donc par exemple ici sur ce restaurant, on voit bien hein, que sur ce restaurant de Lille, j'ai 8900 personnes qui se sont géolocalisées. Et à partir du moment où le premier s'est géolocalisé, la page a été créée automatiquement. Donc mes conseils, c'est créer donc cette page avant que quelqu'un la crée à votre place. Comme ça, vous maîtriserez comme cela, vous maîtriserez l'image de votre entreprise. Et puis surtout, là on passe plutôt dans le côté proactif. Cette page vous permettra de développer une stratégie marketing. Voilà. Donc je vais assez vite là. Évidemment, si vous développez de la publicité sur Facebook, créez cette page, animez-la, alimentez-la en contenu, etc. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Voilà. Et vous utiliserez la publicité ensuite pour vous faire connaître. Donc n'oubliez pas de publier souvent. Et de garder une ligne éditoriale. Publiez pas juste les choses quand vous y pensez. Travaillez une ligne éditoriale et un calendrier rédactionnel. Facebook vous permet aujourd'hui de varier les plaisirs, hein, de publier des photos, des sondages, créer des offres, etc. Donc ça, ce sont tous les outils à la disposition d'une entreprise quand elle a créé une page de marque pour essayer de communiquer différemment et régulièrement sur Facebook. Voilà. Mettez en place un planning public promotionnel. Hein. En gros, vous avez sans doute un planning commercial pour votre activité. Eh bien, le planning public promotionnel sur Facebook, il est lié à ça. Vous pouvez relayer les opérations magasins, vous pouvez créer des opérations spécifiques Facebook pour les fans, du couponing, des choses comme ça, et puis à certains moments utiliser la publicité. Exactement comme dans la vraie vie, on est sur le miroir de la vraie vie appliqué à Facebook. Voilà. Facebook, comme Google, vous permet d'analyser les performances de votre page. Donc en termes de performance, on va parler de portée, c'est-à-dire le nombre de personnes pour lesquelles le contenu de votre page s'est affiché sur l'écran. Après la portée,
on va parler du nombre d'interactions. Donc les interactions, on regarde ce dont je vous parlais tout à l'heure, les j'aime, les partages, les commentaires. Donc tout ça, quand on est un annonceur, on voit très bien en fait toutes les performances, publication par publication. Ça vous permet de construire un tableau de bord, exactement comme je vous l'ai proposé tout à l'heure pour Google, pour le Google Analytics sur votre site. Eh bien vous allez pouvoir essayer de développer un tableau de bord mensuel avec les principaux critères qui sont par exemple le nombre de fans, la portée, le nombre de j'aime, etc. Alors la publicité sur Facebook, pourquoi? Vous l'avez compris tout à l'heure, hein, c'est pour compenser la faible portée organique. Et donc pour développer cette publicité, vous avez accès en facebook.com/business à un manager sur lequel vous allez pouvoir vous connecter. Pour cela, vous devez posséder une page entreprise. Ensuite, lorsque vous créez votre publicité, vous êtes complètement accompagné. On va le voir ensemble. Vous avez la possibilité de définir d'abord votre objectif. Est-ce que je veux toucher une grande portée, donc un grand nombre de personnes, ou est-ce que je veux plutôt faire en sorte qu'il y ait des gens qui cliquent sur mon lien? Donc ce sont des petits objectifs comme ça qui changent un petit peu à la fois le format de votre publicité et les coûts induits par l'investissement. Donc vous allez définir un objectif, un périmètre géographique, un ciblage démographique, des critères des centres d'intérêt, un budget, une durée. Vous allez créer une annonce et ensuite vous allez suivre les performances. Alors quand on commence à créer une publicité sur Facebook, l'interface commence par vous demander ce que vous souhaitez faire. Est-ce qu'il s'agit de sensibilisation, ici à gauche, de considération ou de conversion? Alors ce sont des mots un petit peu compliqués, je vais essayer de traduire un peu. La sensibilisation, le but c'est de faire connaître votre entreprise à un maximum de personnes. Donc on va parler de portée, je veux toucher beaucoup de monde. Ce critère-là concerne donc la notion de sensibilisation. Je veux de la considération, donc là je vais un petit peu plus loin dans ce que je souhaite. Je souhaite qu'il y ait des interactions, ou qu'il y ait du trafic vers un site internet ou vers une offre, ou qu'on le regarde une vidéo. Voilà. Donc on est du plus large, être vu d'un maximum de personnes, et ici je veux des choses beaucoup plus précises. Je veux des gens qui cliquent sur like, qui cliquent sur mon lien vers un site, des choses comme ça. Et l'élément conversion, ça c'est plutôt réservé au e-commerce aujourd'hui, même si l'outil visite en point de vente se développe, ça reste quand même quelque chose d'un peu complexe. Donc je vais plutôt moi m'intéresser à cette partie sensibilisation et considération. Ce sont les deux éléments qui pourront être intéressants pour vous. Sachez, hein, pour bien comprendre la différence, que le coût n'est pas du tout le même. C'est-à-dire que là, je vais avoir des vues. C'est assez peu engageant. Donc ça va me coûter moins cher de toucher 1000 personnes. Ici, je veux des actions dans la considération, des interactions ou du trafic vers mon site. Donc là, je vais payer plus cher à chaque clic. Donc là, on va parler d'un nombre de personnes qui me voient, donc payer X euros à chaque fois que 1000 personnes ont vu mon visuel. Là, je vais plutôt payer des actions. Et ici, bien sûr, de la conversion, l'idée ce serait de payer, de consacrer un pourcentage de vos marges à une vente. Donc vous ne payez que lorsqu'une conversion a été faite. Voilà. Je vais prendre l'exemple de la portée. Donc lorsque vous avez cliqué sur portée, Facebook vous propose de nommer votre campagne. Ensuite, d'aller sélectionner la page. Donc j'en ai quelques-unes en stock, moi je choisis cette page-là. Quand j'ai sélectionné la page vers laquelle je veux faire de la publicité, je vais maintenant sélectionner mes cibles. On va commencer sur Facebook par des cibles qui sont à la fois géographiques et démographiques. Donc première chose, géographique. Donc j'ai décidé de cibler Marseille, donc autour de Marseille, ma zone de chalandise, donc à vous de réfléchir à votre zone de chalandise, donc de sélectionner 40 km autour de ma ville. Donc vous voyez qu'il est possible de sélectionner entre 17 et 80 km autour de Marseille, et vous pouvez aussi faire du multiville, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Pour que vous compreniez bien l'intérêt d'un ciblage, c'est que aujourd'hui, chaque annonceur essaye de rentabiliser au maximum ses investissements, et donc de toucher les gens qui sont vraiment concernés par le message qu'on a envie de porter. Donc en termes de marketing, souvent on essaye d'affiner un petit peu les cibles que l'on souhaite toucher. Et bien c'est ce que permet Facebook, et en temps réel, Facebook vous permet, en fonction de vos cibles, d'estimer la portée potentielle que vous allez pouvoir atteindre avec vos ciblages. Donc je vous ai mis 3 exemples ici. Donc sur ma zone autour de Marseille, 40 km autour de Marseille, pour une tranche d'âge de 18 à 65 ans, hommes et femmes, Facebook me dit que je peux toucher entre 1 300 000 personnes. Si je cherche à affiner un petit peu ma cible, donc je considère par exemple que je vais donner la priorité aux gens qui ont plus de 35 ans, jusque 65 ans. Facebook, donc j'ai toujours pas changé le sexe, hommes et femmes confondus, donc ma portée potentielle est divisée par 2, 660 000 personnes.
Et puis maintenant, je vais regarder si je vais plutôt, par exemple, cibler les femmes. Facebook m'indique que je passe à 340 000 femmes de 35 à 65 ans qui sont dans ma zone de chalandise. Voilà. Donc comprenez bien que ici, le but c'est que vous puissiez cibler au mieux en fait les gens que vous allez toucher pour éviter d'avoir une déperdition et d'être vu par des gens qui ne sont pas concernés par votre message ou qui n'ont pas le profil et de payer ses vues. Voilà. En ciblage un petit peu plus avancé, Facebook vous permet en fait de mettre des, on appelle ça des centres d'intérêt. Donc là j'ai pris un exemple, hein. Si par exemple vous êtes un vendeur ou un club de sport, vous êtes un club de sport, vous avez envie de faire une publicité sur la zone de chalandise, vous allez pouvoir par exemple sélectionner, ici j'ai mis Decathlon, et on a la possibilité de cibler les gens qui sont abonnés à une page Decathlon. Donc c'est comment dire, cette notion de centre d'intérêt, vous pressentez un centre d'intérêt et puis vous allez cibler davantage, affiner davantage votre cible, ça vous permet de dire moi, je vais toucher des sportifs, voilà, en tout cas il y a plus de potentiel de sportifs sur les membres de ces pages-là, donc je vais les toucher également. Voilà. Donc à partir du moment où on a fait le ciblage large, puis le ciblage affiné par centre d'intérêt, on va maintenant fixer un budget et un calendrier. Alors sachez qu'avec Facebook, hein, c'est quelque chose qui peut faire peur, mais le Facebook vous propose d'inscrire un budget quotidien, vous ne dépasserez jamais ce budget quotidien. Évidemment, le budget sera épuisé, éclusé par Facebook intégralement, la plupart du temps, mais à partir du moment où vous décidez que vous allez mettre 5 € par jour, Facebook va vous indiquer tout de suite les résultats quotidiens estimés. Donc pour 5 € par jour, par rapport à mes critères, je vais toucher entre 2500 et 6300 personnes. Voilà. Et j'ai la possibilité également de définir une date de début, une date de fin, donc de cibler une publicité sur 3, 4, 10 jours. Je vous déconseille de faire des publicités sur moins de 3 jours, parce que l'algorithme Facebook n'a pas le temps d'optimiser vraiment la diffusion des posts. Donc sélectionnez des durées d'un minimum de 3 jours. Voilà. Donc on voit ici par exemple quand je décide de doubler mon budget, Facebook qui m'estime la croissance de la portée, entre 4200 et 10 000. Donc maintenant qu'on a bien ciblé et défini un budget et une période, on n'a plus qu'à créer la publicité. Donc vous pouvez créer une publicité complètement à partir de visuels que vous allez importer ou utiliser une publication existante. Donc c'est ce que j'ai fait, hein. Moi là par exemple sur la page que je gère, j'ai choisi une publication et c'est celle-là que je vais sponsoriser. Donc vous avez la possibilité de le faire assez facilement. Donc je répète, hein, soit un nouveau visuel, soit utiliser un visuel qui a déjà été posté sur votre page Facebook. Sachez que votre publicité doit comporter très peu de texte, à moins qu'on soit sur une étiquette comme sur la page précédente, mais essayez d'éviter de mettre trop de texte, et dans ce cas-là, Facebook vous alerte que votre publicité risque de ne pas être diffusée. On est effectivement, je vous le disais tout à l'heure, sur un média plutôt visuel que rédactionnel. Voilà. Et puis ensuite, quand votre publicité sera en ligne, vous aurez un reporting en temps réel, le nombre de résultats, le nombre de portées, le nombre d'impressions. Donc la portée c'est le nombre de personnes que vous touchez, le nombre d'impressions c'est le nombre de fois où vous êtes vu. Donc une personne peut évidemment vous voir plusieurs fois, c'est la raison pour laquelle le nombre d'impressions est supérieur à la portée. Voilà, vous avez une estimation du coût par résultat et puis vous avez votre budget. Voilà. Donc voilà, ça c'était pour conclure sur Facebook AdWords. On va passer maintenant à Google AdWords. Je vais essayer d'être assez rapide. Donc Google, c'est finalement à peu près la même chose que Facebook. C'est ce qui vous permet d'être, donc la partie payante, hein, de la publicité Google, c'est ce qui vous permet d'être référencé en haut de page, hein, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est tout ça. Donc par rapport à des mots-clés, on revient à la notion de mots-clés, hein, chez Google, par rapport à des mots-clés, vous allez afficher votre publicité, et pour être affiché en haut, ici, en référencement payant, on va développer ce qu'on appelle la notion d'enchère. Donc vous allez dire que moi, en tant qu'annonceur, pour ces mots-clés-là, je suis prêt à mettre par exemple 50 centimes par clic. S'il n'y a pas d'autres annonceurs sur le secteur qui sont prêts à mettre plus, votre poste apparaîtra en haut de page. Par contre, si tous les annonceurs qui sont ici ont décidé de mettre 1 euro, 1,20 €, 1,50 €, votre publicité ne sera pas diffusée. Alors évidemment, ça ne vous coûtera rien, mais en fait, c'est comme si vous n'avez rien mis en place. Voilà. Donc en fait, cette notion d'enchère, elle est vraiment liée à l'encombrement d'un marché publicitaire. Donc plus il y a d'annonceurs, plus il y a de concurrence, plus le coût de la publicité sur Google AdWords est important. Par exemple, dans l'hôtellerie ou la restauration à Paris, ou dans le tourisme à Paris, les mots-clés sont assez cherchés, et donc il y a un vrai combat en termes de coût d'enchère. Donc il y a beaucoup d'annonceurs, donc forcément les enchères augmentent. Voilà. Donc si vous êtes sur des métiers ou sur des zones où il y a très peu d'annonceurs,
géographique, c'est souvent le cas, hein, sur les activités d'indépendants, s'il n'y a pas beaucoup d'annonceurs, votre coût d'enchère sera plutôt bas. Donc pour paramétrer une campagne AdWords, ça se passe ici sur ads.google.com, où encore une fois vous allez taper AdWords dans Google et Google vous proposera son lien direct. Donc vous allez exactement être guidé comme sur Facebook, c'est-à-dire que Google va vous demander de choisir ce que vous voulez, des ventes, des prospects, du trafic vers un site web, etc. Et va vous proposer derrière des paramétrages spécifiques par rapport à vos objectifs. D'accord ? Donc trafic vers un site web, les ventes, ça c'est surtout essentiellement pour de la vente en ligne ou à travers une application. En magasin, c'est pas encore exactement bien traqué ou bien suivi, en tout cas pour, on va dire pour du commerce local. Attirer des prospects, donc gagner par exemple des gens qui vont s'abonner à une newsletter ou qui sont prêts à vous laisser votre adresse. Vous allez aussi pouvoir déployer des testings et puis aussi travailler juste sur de la notoriété, donc être vu par un maximum de personnes. On est là vraiment dans le même registre que la portée, donc la notion de portée chez Facebook. Voilà. Après avoir choisi, donc moi j'ai choisi un type de campagne, Google va vous proposer à la fois de la publicité sur le réseau de recherche, sur le réseau display, sur le réseau shopping et le réseau vidéo. Alors j'explique un peu rapidement. Le réseau de recherche sont les résultats du moteur de recherche, ce qu'on a vu tout à l'heure pour l'assurance qui apparaissait en haut de page. Le réseau de display, donc les displays ce sont des bannières publicitaires, des pavés publicitaires, des choses que vous pouvez trouver sur plein de sites en dehors du moteur de recherche Google, plein de sites qui ont des espaces publicitaires qui appartiennent à Google. Donc en fait, vos publicités vont être poussées sur des blogs, vont être poussées également en complément sur des sites partenaires, sur YouTube par exemple, etc. Shopping, donc c'est vraiment sur la partie commerce, e-commerce, et vidéo, là on est spécifiquement sur YouTube, parce que je le rappelle, YouTube, Google, c'est le même propriétaire. Voilà. Donc je vais nommer ma campagne, démo webinar mon réseau. Je vais choisir mes réseaux de recherche. Donc moi j'ai choisi ici le réseau de recherche et le réseau de display. Donc mes publicités apparaîtront en texte en haut des recherches et sur des écrans publicitaires, des bannières placées sur certains sites. J'ai la possibilité ensuite, la nécessité pardon, de choisir une autre zone géographique, donc celle qui va m'intéresser. Donc là j'ai mis Lille par exemple. Donc tout de suite, exactement comme sur Facebook, Google m'indique l'audience que je vais pouvoir toucher. Je décrète un budget quotidien. Encore une fois, vous retrouvez un vrai parallèle avec Facebook, hein, c'est le même fonctionnement. J'indique mon budget quotidien et je suis prêt à payer pour mes enchères, ici, des clics. Donc je vais, en gros, hein, vous pouvez payer des vues, vous pouvez payer des clics. La campagne que j'ai paramétrée, moi, elle est plutôt ciblée sur les clics. Donc je vais décider qu'à chaque fois que un internaute va cliquer sur mon lien, moi je suis prêt à mettre un maximum de 50 centimes. Donc j'en reviens à ce que je vous expliquais tout à l'heure. Si vous êtes sur un domaine assez encombré en termes de publicité, eh bien 50 centimes ne sera peut-être pas assez. Peut-être que les autres annonceurs vont être prêts à mettre 1 euro, 1,50 € pour un clic, et donc ma publicité ne sera pas diffusée. Voilà. Ça ne vous coûtera rien, je vous rassure, mais la publicité ne sera pas diffusée. Donc en fait, ici, dans cette notion d'enchère, on est vraiment, et je m'arrête là-dessus, dans un arbitrage. C'est-à-dire que je dois décider, en tant qu'annonceur, combien je suis prêt à mettre d'argent pour un clic. Évidemment, si vous mettez de l'argent pour un clic, il doit se passer quelque chose derrière. Si c'est un clic pour arriver sur ma page d'accueil de mon site, et que ça me coûte à chaque fois 50 centimes, ça risque d'être une campagne inutile. Donc mon clic, moi, je suis dans la recommandation à 100% là-dessus, j'investis de l'argent en enchère sur un clic si et seulement si ce clic amène vers une page d'atterrissage. Ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, dans la construction de votre site web, ce clic doit arriver sur une page vraiment conçue pour recevoir un internaute qui vient par la publicité. C'est-à-dire une page avec un moyen de transformation, un bouton d'action, une page simple qui répond vraiment à la requête liée à la publicité. Voilà, donc ça c'est vraiment l'impératif numéro 1. Donc je reviens, après avoir sélectionné mon taux d'enchère maximum, j'ai la nécessité maintenant de saisir les mots-clés sur lesquels j'ai envie d'être présent. Google va vous aider en fait à vous proposer par rapport à toute votre activité des mots-clés. Et donc là en fait la notion de mots-clés, on va essayer de la développer au maximum, de l'observer dans le temps, vérifier les mots-clés qui sont intéressants, ceux qui créent des clics, ceux qui me coûtent cher pour rien, qui ne sont pas transformés, etc. Donc ensuite je vais pouvoir créer mon annonce. Donc on retrouve ici une annonce texte. Voilà, donc je saisis l'URL de mon site, le titre, le deuxième titre, et puis le troisième titre avec mes actions. Et on revoit ici la prévisualisation de ma publicité. Voilà. Donc je peux ajouter des mots-clés après en cours de campagne.
Et puis derrière, en fait, j'ai la possibilité de paramétrer la durée de ma campagne. Voilà. Je rappelle, donc une fois que ma campagne est validée, c'est à cet endroit-là qu'elle viendra s'afficher si mes enchères de mots-clés sont compétitives. Voilà. Donc Google AdWords, c'est vraiment un outil sympa, à la condition de l'avoir vraiment paramétré et de le lier à un site qui est vraiment conçu pour faire de la conversion. On peut très vite perdre beaucoup d'argent ou croire que se satisfaire d'un résultat qui n'est qu'un résultat de trafic. Il ne faut pas oublier que vous avez dépensé de l'argent pour des clics et que finalement ça vous prend de la marge sur une vente. Donc il faut pouvoir raccorder le plus possible à la notion de transformation lorsqu'on en investit sur du clic. Voilà. Dernier point, maintenant je vais vous parler de Waze, donc le petit dernier. C'est ma première présentation sur mon réseau de ce type d'outil. Donc vous avez sans doute entendu ou utilisé Waze, donc, qui est la plateforme leader en matière de guidage routier. Donc quand on a un commerce, mais quand on avait un commerce, avant en fait le directionnel a toujours été une problématique. Hein, on voit par exemple sur les deux exemples que je vous ai mis là, on a toujours eu la notion de questionnement sur comment guider les gens jusqu'à mon magasin, jusqu'à mon point de vente, mon restaurant. Et pour cela, on passait par donc de l'affichage traditionnel directionnel. Donc on retrouve parfois aux abords des villes et des zones commerciales des excès comme ceci. Donc cette publicité directionnelle est de plus en plus polluante à certains endroits. Donc, mais c'est vraiment une problématique de toujours. Waze en fait vous permet aujourd'hui d'éviter ça. Alors je ne parle pas de l'aspect esthétique de ça, mais en tant qu'annonceur, chaque panneau coûte cher. Donc ça vous permet d'éviter de dépenser à tous les carrefours intéressants un petit panneau directionnel. Avec Waze, vous serez présent tout au long du trajet à proximité de votre boutique. Donc Waze en quelques mots, hein, en 2018 c'est plus de 10 millions d'utilisateurs, donc c'est une application qui est mobile, donc conçue uniquement pour de la navigation aujourd'hui. Il y a une communauté, donc les gens partagent les informations routières et les rendent accessibles à tout le monde. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose d'assez interactif et qui a réussi à séduire les automobilistes assez largement. Donc comment fonctionne la publicité sur Waze? Parce que c'est vraiment là l'intérêt de cette présentation, c'est de dire, puisque j'ai 10 millions d'utilisateurs réguliers qui circulent, dont un certain nombre près de mon point de vente, comment est-ce que je peux faire pour que, par exemple, le logo de mon entreprise, l'adresse de mon entreprise, de ma boutique, apparaissent à proximité d'un utilisateur de Waze? Voilà comment ça va se passer en fait. Vous allez créer un compte sur Waze, exactement comme pour Google AdWords ou Facebook. Donc ce compte, ça vous prend 5 minutes. Hein. Voilà, on va voir juste après comment on fait. Vous aurez la nécessité de coupler une carte de paiement professionnelle, donc une carte bancaire, puisqu'en fait les débits de Waze se font directement par carte bancaire. Sous 48 heures, votre compte est validé. Donc la plupart du temps, c'est validé. Évidemment, il y a quelques exceptions. Si vous faites une activité liée à la consommation d'alcool, par exemple, évidemment, c'est complètement incompatible avec la notion de guider un automobiliste. Donc vous ne pourrez pas être annonceur sur ce registre-là sur Waze. Ça reste quand même, on convient à un cas particulier. Voilà. Donc vous allez vous rendre sur waze.com business, vous tapez simplement business Waze dans Google et vous arrivez là-dessus. Donc en fait c'est simple, hein, vous allez créer un compte, vous êtes guidé intégralement. Commencez par saisir le nom de l'établissement. Vous allez décrire votre activité. Vous allez localiser votre activité, votre établissement. Commencez à saisir l'adresse et puis après il y a un système d'autocomplétion qui permet de vraiment bien pointer votre adresse. Vous allez éventuellement recadrer un petit peu pour préciser la petite puce à quel endroit exact c'est dans la rue. Voilà, on a presque fini. Il vous reste à définir le type d'établissement, donc votre type d'activité pour être rangé dans les catégories proposées par Waze. Et puis derrière, vous allez mettre en place un budget maximum par jour. Où là, je le dis, hein, c'est un budget qui est vraiment maxi. Il peut être nettement inférieur s'il n'y a pas beaucoup de requêtes Waze à proximité sur votre zone géographique, vous n'atteindrez pas ce montant-là. Donc Waze accepte votre compte à partir de 2 $ par jour. Un minimum de 2 $ par jour. Voilà. Ensuite, vous rentrerez ce dont je vous parlais tout à l'heure, hein, c'est les informations de la carte de paiement. Et à partir de là, félicitations, votre compte est ouvert. Et donc vous allez pouvoir gérer vos campagnes. Alors maintenant, on va passer à une explication de ce qu'est la gestion d'une campagne. Donc en fait, vous allez pouvoir paramétrer le logo.
Donc faire en sorte que le logo de votre entreprise apparaisse sur la carte. Donc là par exemple j'ai sélectionné le logo Nomads et voilà, et en gros vous créez le nom de votre fiche et l'ajoutez à la cartographie. Ensuite, quand ça c'est fait, donc vous avez fini paramétrage de votre entreprise, hein, c'était le dernier point, l'ajout du logo. Ensuite, vous pouvez choisir entre trois types de campagnes, les paramétrer dans le temps et fixer un budget. Bon, exactement, on revient sur les mêmes termes de communication ou de dépenses que sur Facebook et Google. Donc le premier type de communication, c'est ce qu'on appelle les pins sponsorisés. Donc votre entreprise, à travers son logo, apparaît dans l'application. Donc vous avez la possibilité, c'est vraiment très intéressant, de n'afficher votre logo que sur certaines tranches horaires. À quoi ça sert? Moi, je vais prendre un exemple, un restaurant. Toujours plus intéressant d'afficher le logo entre 11 heures et 14 heures, puis le soir entre 18 heures et 22 heures. Voilà, histoire de ne pas payer du guidage sur des gens qui ne viendront pas manger chez vous le matin à 9 heures ou l'après-midi à 16 heures. Voilà, donc c'est toujours dans la notion d'optimisation de votre investissement. Donc on a parlé des pins sponsorisés, donc le pin sponsorisé, je le redis, c'est le logo sur la carte. On a la recherche sponsorisée, donc faire en sorte que quand quelqu'un cherche quelque chose sur votre secteur, eh bien en fait votre publicité arrive en premier, donc votre entreprise apparaît en tête de liste lors d'une recherche par l'utilisateur. Ça c'est assez sympa. Et puis après il y a ce qu'on appelle la publicité à l'arrêt. Si vous êtes utilisateur de Waze, vous voyez ça. Quand vous êtes arrêté à un feu rouge, automatiquement l'application déclenche une publicité locale. Donc c'est un écran publicitaire qui a été paramétré. Donc ça moi je le conseille uniquement si vous êtes en relais d'une grosse opération commerciale ou d'un événement. Voilà, là on est plus dans la notion d'information qui dit en gros à l'utilisateur, ben voilà, vous êtes arrêté, savez-vous que à 300 mètres d'ici, il y a telle opération qui est intéressante à voir chez Enox par exemple. Voilà. Donc quand vous aurez choisi le type de publicité, vous allez suivre votre investissement avec les outils de monitoring. Donc par exemple, j'ai mis un exemple ici pour un restaurant au Mans. Et donc j'ai la possibilité de suivre dans le temps en fait le nombre d'actions qui ont été effectuées depuis mon application. Donc avec une gestion budgétaire complète. Voilà. Donc pour résumer Waze, hein, j'ai quasiment fini. Quel type de campagne pour débuter sur Waze? Eh bien plutôt les deux premières, le pin sponsorisé, la recherche sponsorisée. Et puis ensuite on va essayer de s'inscrire dans la durée. Et mettez en place une campagne de 12 euros par jour par exemple sur 3 mois et observez un peu combien ça va vous coûter. Regardez le nombre de requêtes, hein, vous regardez un peu ces chiffres-là et vous verrez si c'est intéressant ou pas. Et puis en boutique, vous mettez peut-être, pourquoi pas, une offre hein, sur présentation. Si vous venez de la part de Waze, une petite offre, un café offert si vous êtes un restaurant, une remise ou des petites choses comme ça vous permet de vérifier que finalement il y a du trafic réel depuis Waze. Voilà, j'en ai fini avec ces 5 points du site web à Waze en passant par Facebook et Google. Vous allez retrouver ce webinaire en replay sur mon réseau Top Office. Je vous donne rendez-vous pour le prochain webinaire assez rapidement sur une autre thématique et je vous remercie de votre attention.